enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains à faire. Le bonjour d'Algérie tout en couleur avec Coral Peinture. Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée du 18 décembre 2020. Nous serons ensemble pour 1h30 jusqu'à 10h30. Alors, avec la crise sanitaire due au Covid-19, se laver les mains plusieurs fois par jour est devenu un geste vital. L'usage aussi des solutions hydroalcooliques se sont bien imposés donc comme un geste barrière aussi simple et efficace. Cependant, entre froid et usage excessif de ces solutions hydroalcooliques, nos mains n'ont jamais été exposées à de si rudes conditions. Comment se protéger? Ce sera une problématique à laquelle le docteur Benachnou répondra aussi. Alors, ce mercredi 16 décembre, il fait enfin son entrée dans le patrimoine culturel immatériel universel. Il s'agit du couscous, oui, le couscous, qui est donc un plat maghrébin par excellence, algérien, donc aussi notamment, donc nous en parlons avec le représentant donc du Centre national des recherches en préhistoire qui a justement coordonné ce projet, coordonné le dossier savoir-faire aussi. Donc c'est savoir-faire et pratique liées à la promotion et à la consommation du couscous. Donc c'est le CNRPH qui a coordonné le dossier qui a été proposé donc par les représentants du Maghreb, du Grand Maghreb, à savoir l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et la Mauritanie. Aussi, il est toujours considéré comme l'un des plus grands penseurs latins de son époque, de son temps. Il est écrivain, il est poète, il est philosophe, il est mathématicien, il est avocat, il est médecin, il est rhétoricien, il est maître de la pensée et de la métaphore, il est orateur, il est conférencier. Il s'agit d'appeler de Mador, et c'est Massilias Farhani qui va donc s'intéresser ce matin à travers son roman, le premier roman de l'humanité, Métamorphose, l'âne d'or. Kenzan Char sera parmi nous ce matin dans sa rubrique association. Elle reviendra sur les clubs scientifiques. Nous terminerons l'émission avec un chanteur qui a tant animé nos soirées, nos mariages et nos fêtes. Il s'agit de Cheb Anwar qui revient cette fois-ci avec un nouvel album qui est destiné au père. Voilà donc au papa. Donc voilà donc pour le menu de ce matin. Mais avant cela, les nouvelles du ciel en compagnie de Mina Ab. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Ensoleillé aujourd'hui? Oui. 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 Oui et non. Oui et non. Oui et non. Oui et non, un petit peu nuageux, un petit peu brumeux, un petit peu brumeux le matin, nuageux l'après-midi. Il va faire doux. Ouais. Ouais. Ça dépend. Ah oui, pas très convaincant, mais bon, on va le voir peut-être avec un peu plus de détails. Je ne dis rien. Allez, on va voir les cartes probablement. Allez, on y va. Exactement, merci beaucoup. Bonjour à tous et très bon réveil. Eh bien, aujourd'hui, on notera le retour des pluies à partir de cet après-midi. D'abord vers la partie ouest et puis le centre à partir de la soirée. Un ciel plutôt nuageux en journée, voilé vers la partie est et puis sur les régions sahariennes. On notera un ciel passagèrement nuageux sur la Saoura, le Nord Sahara, les oasis avec quelques pluies éparses, notamment sur le Nord Sahara.
aura de fréquents soulèvements de sable également, et puis un ciel plutôt dégagé vers l'extrême sud, le Hogar et le Tassili. Les températures de cet après-midi, eh bien on notera sur la moitié nord 17 degrés à Alger, Tizi Ouzou 18 degrés à Annaba, 18 également du côté d'Oran, on notera 17 degrés à Béchar, 22 degrés Tindouf, 20 degrés à Adrar, 25 à Ain Salah, Tamarasset et Janet, et enfin 32 degrés à Borjouadji Mourtar et Ain Gazzam. On passe tout de suite à l'état de la mer. Pour cet après-midi, eh bien, on notera une mer plutôt calme sur l'ensemble des régions côtières, avec des vents entre 10 et 20 km/h sur le centre et l'est du pays, et entre 20 et 30 km/h vers la partie ouest. On passe tout de suite au continent africain. Pour aujourd'hui, eh bien, on notera un ciel plutôt dégagé à Niamey, N'Djamena, Khartoum, un ciel peu nuageux au Caire, plutôt couvert à Tripoli ainsi qu'à Tunis. Côté Mercure, on notera 29 degrés. 37 pardon, à Niamey, 36 degrés à N'Djamena, 20 degrés à Tunis, 22 degrés à Tripoli, 23 au Caire et enfin 32 degrés à Khartoum. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Tendance plutôt baissière, hein, 17 degrés, on était à 20, 21. 20, 21, oui, mais on va pas vraiment le sentir parce que c'est des températures à l'ombre. Donc il faut toujours ajouter au moins 3 jusqu'à 4 degrés. D'accord, il faut se mettre alors au soleil. Il faut se mettre au soleil, un petit peu de vitamine. Pour les frileux, comment? Un petit peu de vitamine. Un petit peu de vitamine D. Oui. De la vitamine D, oui. Tout à fait. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça fait du bien. Oui, ça fait beaucoup de bien, effectivement. Et puis, il faut dire, on est gâté par le soleil. Hein. Nous sommes un pays quand même qui est gâté par le soleil, alors on va en profiter. Oui, mais en ce moment, j'ai envie de dire, on est gâté par la pluie. Voilà. On est gâté mais sinon, Mina, les solutions hydroalcooliques, tu en utilises habituellement? Oui. Bon, tu me diras avec la situation, la conjoncture sanitaire actuelle. Même avant déjà. J'en avais toujours. Même avant. Voilà. Excessivement, non? Excessivement, non. Non. Ça va. Donc tes mains sont plutôt bien protégées, donc pas très exposées. Non. Voilà. Je n'utilise pas 10 fois par jour ou 20 fois. Non. Ah bah très bien, donc avec modération. Utilisation avec modération. Ben justement, nous allons en parler, mais avant cela, en compagnie donc, du docteur Benach. Merci beaucoup Mina, on te retrouvera tout à l'heure, donc après le journal télévisé du midi, 19h, voilà, et demain. Et demain. Oui. Merci beaucoup Mina, bonne journée. Et là, donc on parlait des solutions hydroalcooliques. Alors connaît-il, comment savoir si ces solutions hydroalcooliques sont bonnes, ne sont pas bonnes? Quelles sont donc les conditions de leur utilisation? C'est Faria El-Hamdi qui s'en est intéressé et je rappelle que notre émission est sponsorisée donc, par Coral Peinture. Je vous laisse découvrir ce reportage de Faria El-Hamdi qui s'est intéressé aux solutions hydroalcooliques et on se retrouve juste après. Censé remplacer le lavage des mains et donc nous protéger des maladies, les gels hydroalcooliques font désormais partie de notre quotidien. Plusieurs sortes de gels qui sont presque obligatoires en ce moment de pandémie mondiale. Quand on n'est pas près d'une source d'eau, donc pour se laver les mains avec du savon, donc on utilise à défaut le gel qui est surtout utilisé pour le nettoyage des mains. Eh bien, les gels antibactériens font fureur, et cela depuis l'arrivée du virus. Ils ont rejoint les sacs, les poches et les bureaux de nombreuses personnes. D'abord, il faut choisir son gel. Les opérateurs économiques, avant de se lancer dans la production du gel hydroalcoolique, ils doivent passer par le Centre national de toxicologie qui leur délivre un bulletin d'analyse fiable. S'il n'est pas conforme, il ne peut pas présenter son dossier pour obtenir une autorisation de production. Le taux d'alcool dans le gel alcoolique, selon les normes de l'Organisation mondiale de la santé, qui est l'OMS, il varie entre 70 et 75% taux d'alcool. Dans cette usine à Cheraga, les machines s'activent 6 jours sur 7, sans repos. Dans ces fioles, du gel hydroalcoolique, une denrée rare en cette période de pandémie. Notre société a participé à lutter contre le Covid-19 avec nos produits qui sont là. Et actuellement,
le gel alcoolique, comme son nom l'indique, il est composé surtout d'alcool. Et maintenant, on a vraiment des difficultés à s'approvisionner en alcool. Puisque l'alcool qu'il contient tue le virus. Un traitement curatif qui peut remplacer dans certains cas le lavage des mains. Ces gels sont-ils efficaces et surtout représentent-ils un risque pour notre santé? Par rapport au gel, du moment où il y a beaucoup de gel, vous avez remarqué qu'il y a sur le marché une panoplie de gel. Donc on nous appelle des fois, c'est-à-dire des adultes qui utilisent le gel, donc ça provoque des dermatites au niveau des mains, au niveau de la peau. Et des fois, on a remarqué au début de la pandémie, c'est-à-dire au mois de mars et avril, il y avait des mamans qui ont tenté, c'est-à-dire ils ont essayé de produire leur propre gel hydroalcoolique en mélangeant de l'alcool avec du vinaigre et tout. C'est-à-dire et les utiliser, et utiliser ces gels comme étant désinfectants. Et là, on a reçu, c'est-à-dire au même moment, c'est-à-dire mois de mars, je crois mois de mars, une maman qui nous a appelé. Alors elle a utilisé ce gel, et donc l'enfant, le fait de mélanger ces deux, c'est le vinaigre et l'alcool, donc ça a donné une réaction. Donc l'enfant, elle avait son fils de 9 ans qui a inhalé la vapeur, c'est-à-dire il y avait c'est-à-dire le fait de mélanger, il y a eu une vapeur qui s'est dégagée, et comme l'enfant il était asthmatique, donc il a eu une détresse respiratoire. Nous avons été à la rencontre de ces médecins biologistes qui travaillent d'arrache-pied depuis le début de cette pandémie. Le Centre national de toxicologie veille à la composition et l'efficacité de ces produits qu'il élabore dans ses laboratoires. Dès le début de la pandémie, donc le centre il a été sollicité donc par des fabricants et des producteurs nationaux des produits hydroalcooliques et gels hydroalcooliques. Donc le centre s'est engagé à prendre en charge ces analyses, contrôles et expertises. Alors pour cela, donc, nous faisons la vérification de l'efficacité des gels et des solutions hydroalcooliques, et nous faisons également la vérification de la tolérance de ces gels. Une fois qu'on a réceptionné le produit, le gel hydroalcoolique, on passe au niveau de cette unité pour faire le degré alcoolique. Donc on s'assure, pour s'assurer que le taux d'alcool se trouve à des niveaux corrects. Et donc c'est la salle de pré-traitement, parce qu'on ne peut pas analyser l'échantillon brut directement sur notre appareil. On passe toujours par une étape de pré-traitement pour faire un petit peu une dilution et pour pouvoir faire passer le produit donc, à l'appareil. En deuxième étape de cette évaluation, on fait les tests d'irritation cutanée. À notre niveau, après avoir évalué le degré d'alcool, par le typage d'alcool, tous les produits ayant été considérés comme conformes passeront le test d'irritation cutanée. Nous pourrons dire que tous les produits ayant passé par le Centre national de toxicologie ont été conformes. La teneur en alcool n'est pas le seul aspect à prendre en compte. Il est nécessaire de prendre en compte de nombreux facteurs afin de commercialiser un produit hydroalcoolique efficace. Pour cela, de nombreuses analyses existent. Et voilà, donc c'était un reportage de Faria Al-Hamdi qui s'est intéressé donc à la production des solutions hydroalcooliques. Et on en parle ce matin en compagnie du docteur Fethi Benachnou. Bonjour. Bonjour, sabah al-khair. Ça va, vous allez bien? Ça va. Je vais bien parce que là, je vois que vous avez une allure, une reine des pharaons avec avec le collier. Je vais rougir, docteur. Comment? Je vais rougir, docteur. Ça veut dire que vous êtes en bonne santé. Je suis en bonne santé, alhamdoulilah. Allah yabarak. Alhamdoulilah. Donc,
Alors, on disait d'abord, on a toujours tendance à dire, il y a un grand ancrage où on dit, une habitude comme ça, où on dit que ce sont des gels hydroalcooliques, alors que vous insistez que ce ne sont pas des gels hydroalcooliques, mais plutôt des solutions hydroalcooliques. Alors, c'est quoi la différence? La différence, c'est que le fait de dire gel alcoolique, je crois que ça traduit un comportement qui existe dans notre société. Le gel, gel tachar. Et ensuite, le fait que ça soit un petit peu caillé, si je puis dire. Donc, on est parti le gel. Or, là, c'est une solution. Premièrement, c'est une solution qui a été inventée par un chercheur suisse qui a fait don de cette solution à l'humanité. Et c'est une solution, ça veut dire que c'est un liquide, entre guillemets, qui comprend plusieurs additifs. Par exemple, dans la solution hydroalcoolique, c'est à majorité d'alcool. Et pour ne pas subir ce dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire l'alcool risque de bousiller la peau, parce que c'est important, on va parler de la peau. On a déjà parlé sur ce même plateau de la peau, et on ajoute quelque chose qui diminue la glycérine, qui soit souple. Or, les gens, on a cette habitude, cette grave habitude, ce grave comportement dans le marché algérien. On y va, c'est du gel, on va mettre du gel. Et je remercie un professeur à l'université de Constantine qui avait, au début de la pandémie, ici en Algérie, par un professeur algérien dans une université algérienne, avait averti que certains ont mis réellement du gel de cheveux dans ce truc-là, ils le vendaient. C'est grave, c'est grave. Moi, je le salue parce que regardez les capacités algériennes, les capacités de l'université algérienne qui ont un niveau de compétence et qui, au début, il y a 7 mois, avaient dit attention, il y a certains qui mettent carrément du gel de cheveux dans ces histoires-là. Et justement, pour substituer à cela, il faut dire que même les universités ont mis la main à la pâte et eux-mêmes, donc les étudiants, ont fabriqué des solutions hydroalcooliques, donc à grande consommation. Voilà, ça c'est important. Alors justement, donc on parle aujourd'hui des solutions hydroalcooliques. Vous avez donc parlé de tous les problèmes de peau qui peuvent être générés justement de l'usage excessif, on va dire, de ces solutions, d'autant plus qu'aujourd'hui, on parle de se laver les mains plusieurs fois par jour, donc pour mettre barrière à la propagation du virus. À défaut, donc on utilise les solutions hydroalcooliques. Moi, je remercie le Covid-19. Non, je le remercie avec une grande peine pour ceux qui sont décédés. Sincèrement, Allah yarhamhum. L'histoire de l'humanité est marquée par ces évolutions-là. Premièrement, ce Covid-19 nous permet de revenir à des idées plus raisonnables, plus réelles, plus scientifiques. Scientifique, ce n'est pas le fait d'aller chercher est-ce qu'il pleut à midi ou à minuit sur Mars. Non, c'est notre vie quotidienne et certaines habitudes, surtout en Algérie, surtout dans notre société, certaines habitudes en avant. Premièrement, il faut savoir ce que c'est que la peau. Et là que revient l'importance de l'éducation sanitaire dans tous les domaines. Premièrement, la peau. La peau, c'est une excellente arme qui nous protège. Vous savez, cette peau-là, que l'on fait souffrir, que l'on utilise, il y a un moment où elle réagit, parce que la peau est... Là, on a une photo donc, quand même, qui est représentative de certaines réactions. Oui, certaines réactions. Mais d'abord, la peau, il faut en prendre soin. Mais cette peau peut être agressée. Et surtout, moi, je m'adresse à chaque fois aux femmes de ménage qui mettent un bidon d'eau, ils versent dedans du savon en poudre, ils mettent de la javel et elles mélangent avec Je souris, docteur, parce que ce matin, avant de sortir de la maison, ma mère me dit, bon, je mets que de l'eau de javel, hein, c'est tout. Hein, le docteur Benachou insiste. Ah, non, mais c'est important. Et attention, le liquide qu'on obtient, le mélange qu'on obtient, la solution qu'on obtient pour nettoyer, elle est ce qu'on appelle inactivée. Elle n'a aucun effet. Nous, on pense qu'en mettant du savon et en mettant de la javel, ça va rendre plus fort. Deuxièmement, la peau peut être agressée. C'est pour ça qu'une solution à destination de la peau, toute solution
Tout produit qui entre d'abord en contact avec la peau se doit de tenir compte de protéger cette peau. Et le fait de, par exemple, d'aller directement vers la solution hydroalcoolique, c'est une erreur. La solution hydroalcoolique est stérilisante, c'est-à-dire qu'elle purifie. Mais on ne stérilise qu'une surface propre. Il faut d'abord être propre, ensuite aller stériliser. Propre, on se lave avec un savon. Je ne cesse de répéter que le savon, le classique chez nous, le savon tarf. Tabon hajara. Tabol hajara. Les morceaux savon, ça, on se lave avec ça. Hélas, à chaque fois on le dit, des savons liquides, mais quelle est la nature de ces savons liquides? Quelle est leur composition? Nous, on se base, c'est l'odeur de la rose, c'est l'odeur de l'yasmine, c'est l'odeur... Ça, c'est complètement ridicule. C'est vrai que, docteur, nous n'avons pas un petit peu cette culture où j'ai envie de dire ce réflexe de lire un petit peu l'étiquette et de voir la composition du produit que nous utilisons. Voilà, ça c'est important. Et toujours, il faut savoir que si ce savon liquide, sans l'yasmine, j'adore l'yasmine, les rues d'Alger sont super, ou à Blida, ou un petit peu partout, il y a l'yasmine. Mais le yasmine qu'il y a dans les savons liquides, ou l'odeur de la rose qu'il y a dans les liquides, tout ça, ça c'est des produits chimiques qui vont encore aggraver l'agression sur la peau. Bon, on me dit que c'est le commerce, il faut travailler, je suis d'accord, mais qu'au moins on prévienne, on éclaire en médecine, il faut éclairer les gens et ça les regarde. Il faut, premièrement, de lire, il faut que ça soit bien écrit. Il faut mettre que c'est du E260 ou du E je ne sais combien ou de tel colorant. Ça c'est... Ensuite, on a vu, et on a les instruments en Algérie, le système national algérien a un instrument qui s'appelle le CNPM, le Centre national de pharmacovigilance et de matériaux-vigilance, même le matériel qu'on utilise pour soigner. Moi, je ne comprends pas pourquoi. On a une arme qui date depuis des années, des dizaines d'années. Je crois qu'elle doit être présente d'une très forte façon et pour protéger le consommateur. Alors, on voit quand même des images du laboratoire qu'a visité notre collègue Fariel Hamdi. Et donc, on voit quand même qu'il y a un travail très minutieux qui se fait. Mais c'est important, je l'ai dit, on a par exemple, j'ai parlé de l'université de Constantine, les universités, on a des laboratoires, on a les composantes humaines, mais sur le terrain, on a en même temps, moi j'ai été effrayé, on m'a montré sur les réseaux sociaux une réaction hyper terrible avec des cloques, avec des... Ça c'est très dangereux, c'est très dangereux. En médecine, on dit, premièrement, ne pas, en venant soigner, rendre plus malade. Non nocere, il ne faut pas être nuisible. Ça, c'est des éléments qui doivent être essentiels dans notre comportement. Et ça, c'est important. D'abord, se laver les mains, être propre. Se couper les ongles, c'est des choses basiques, c'est des choses, nous rappelle tous et toute l'école, c'est des choses basiques. D'abord, se couper les ongles. Dans le langage courant quotidien, on dit shaitan, yiskun bin al-ham wa tfar. Donc, le shaitan ici, en l'occurrence, c'est le Covid et toute autre bactérie. Donc, il faut avoir avec une brosse à dents qui est périmée, se laver entre... Ça, c'est le soir, quand on est à la maison, il faut faire ça. Ensuite, se laver les mains plusieurs fois par jour avec un savon. Savon neutre, toujours. Savon neutre, toujours. Ensuite, se sécher les mains et après s'être sécher les mains, utiliser la solution hydroalcoolique jusqu'à ce que le produit sèche. La main sèche. On ne fait pas ça et puis on laisse. J'ai vu qu'il faisait ça. Alors justement, docteur, par rapport à toutes ces étapes qui sont quand même vitales, qui sont primordiales aussi, donc pour la protection des mains, pour la propreté des mains. Sécurité. Seulement, ces temps-ci, particulièrement donc avec la conjoncture actuelle, il faut dire qu'on utilise les solutions hydroalcooliques comme substitut à l'eau et au savon, parce que nous sommes à l'extérieur, parce que nous n'avons pas des points d'eau, parce que nous n'avons pas particulièrement du savon sur nous, et c'est ce qui a fait finalement qu'il y a qu'on utilise de façon excessive les solutions hydroalcooliques. Alors là, je réponds, et c'est toujours dans notre société, dans notre combat, les darura ahkam.
les darura ahkam, c'est-à-dire quand il y a une situation que vous décrivez, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas, on est dehors, tout ça, ça ne fait rien d'utiliser rapidement et correctement la solution hydroalcoolique. Mais ça ne doit pas être un moyen de se désinfecter les mains. Dès qu'on a la possibilité, et Dieu sait qu'il y a des points d'eau, on appelle ça des points d'eau, Dieu sait s'il y a des points d'eau, à ce moment-là, il faut se laver les mains plusieurs fois par jour. Plusieurs fois par jour. Et attention, il ne faut pas faire une obsession. Une obsession. Parce qu'il y a des gens en dehors du Covid-19 qui faites éclater votre rire. Il ne faut pas en faire une obsession. Je parle beaucoup. Non, mais c'est vrai, il faut se laver les mains. Ensuite, il faut apprendre aux enfants à se laver les mains. Et se laver les mains, c'est pas se faire ce petit geste. Non, c'est pas se mouiller les mains. C'est pas se mouiller, voilà. Mais rester au moins une minute à se frotter les mains d'une certaine technique que l'on montre. Et là, je vois que depuis quelque temps, ces spots formidables sur comment se laver les mains. Les spots pédagogiques. Mais ils ne sont pas répétitifs. Il faut marteler les gens pour que ça rentre dans le comportement quotidien. Je n'oublie pas quelqu'un qui m'a dit il faut d'abord qu'il y ait de l'eau. Voilà, merci beaucoup, docteur Fethi Benachno. Encore une fois, donc, nous avons éclairé sur l'utilisation des solutions hydroalcooliques. Donc, reste l'eau et le savon le meilleur. Voilà, donc, merci et beaucoup. Être très strict sur la mise. Il y a ce qu'on appelle pour les médicaments l'autorisation de mise sur le marché. On ne va pas faire ça dans un garage, mettre dans des petits trucs et le vendre. Non, il faut être... Et c'était justement le sujet de l'enquête qu'a faite Fariel Hamdi, notre collègue que nous avons vu juste avant votre arrivée. Voilà. Merci beaucoup, docteur Fethi Benachno. Et ravi de votre retour. Moi aussi, je suis très ravie d'être parmi vous ce matin. Et donc, on vous retrouvera vendredi prochain, Inch'Allah, pour une autre thématique. Alors aujourd'hui, c'est vendredi. Toutes les maisons algériennes, généralement, le vendredi, vous mangez quoi? Et comment? L'incontournable. Je ne dis pas de couscous. Nous, on dit tam. Nous aussi, on dit tam, alors qu'on dit tam, on dit couscous, on dit couscous, on dit na'ma, on dit berboucha. Enfin, il y a beaucoup de... On dit sefa. Sefa. Alors, sefa, c'est beaucoup plus avec les petits pois, surtout. Voilà. Petits pois, oui. Et justement, le salon du couscous a débuté hier au niveau du Palais de la Culture. Le salon se poursuivra jusqu'au 24 de ce mois et c'est Badia Amarni qui a visité ce salon pour nous. Du Palais de la Culture, Moufdi Zakaria vibrera 4 jours durant au rythme du Festival international du couscous. Un événement qui intervient au lendemain de l'inscription de ce plat traditionnel sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Les organisateurs ont programmé un concours international du meilleur couscous avec la participation de 8 concurrents venus de Tunisie, du Maroc, de la Palestine, du Liban, de la Syrie, de l'Irak, de la Jordanie et du Mexique, en plus de l'Algérie. Le couscous est un plat qui remonte à très loin dans le temps depuis la Numidie. Toute ma gratitude à vous, toutes ces femmes et jeunes filles qui préparent toujours ce plat ancien. Moi-même, j'ai essayé de le faire. Je suis arrivée sans exceller dans la préparation de ce mets bien de chez nous. Je suis très heureuse aujourd'hui d'assister à cette cérémonie qui va permettre à notre couscous d'être classé patrimoine mondial de l'humanité. Je ne vous le cache pas, je suis très heureuse. يعني أصبت نوعا ما لكن لا يمكن أن أعتبرني محترفة في هذا الأمر. Ce plat ancestral, l'un des plus populaires et les plus consommés en Algérie, se veut aussi dans le cadre de cette manifestation un moyen et un symbole de communion, de partage et d'échange. أقلعنا من الدكين برسك 48 لولاية الجزائر كل يوم السكسون ديوي تصل صنف نسيسون كاين نزرايا وكذا كاين ثايا الله يبارك يعني ثمورت نعتمر كنتي اما كني نزرا نسيسون زمرا دنيني البلا اسونسيال لغورنا انا زاد في سكسو بس قلنا حد يا جايه نسكسو ناريش تجميلتي سكسو نخدم في مغريوين نخدم في قارحه وكنا عنير نخدم في ما يدو قشيش نخدم 7 ايام قشيش نخدم سكسو باقي درتو انا درت صفا الصفة تنتمي
من الغرب الجزائر حتى المروك. وأول مرة شاركت في التظاهرة هذه، والحمد لله كما قال واحد طعمنا ولا عالمي. Le dossier de classement du couscous sera examiné lors de la 15e session du comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel prévue en ligne jusqu'au 19 décembre. Cette démarche intervient après une candidature commune de 4 pays maghrébins. L'Algérie porte ainsi à 7 le nombre de biens culturels classés sur cette liste prestigieuse de l'UNESCO. Et le couscous, donc classé patrimoine culturel universel par l'UNESCO ce mercredi 16 décembre. Nous en parlons ce matin avec le directeur du Centre national des recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques, M. Farid Khalbouch. Bonjour. Bonjour. Marhaba. Merci de l'invitation. Alors, il faut dire que enfin, donc le couscous a été classé patrimoine mondial immatériel, donc universel, et ça a été fait donc ce 16 décembre. Alors, on rappelle que c'est à l'initiative donc de l'Algérie qui a proposé en 2016 le dossier, n'est-ce pas? Absolument. C'est l'Algérie qui est à l'initiative de ce dossier, qui a coordonné le dossier avec les pays du Maghreb, qui sont donc le Maroc, la Tunisie et la Mauritanie. Alors, on se dispute toujours la paternité? Eh bien, en fait, c'est une question qui est tout à fait réglée pour les scientifiques et les experts. Il n'y a pas du tout l'ombre de doute que c'est un patrimoine qui est nord-africain. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que l'origine du couscous est algérienne ou marocaine ou tunisienne ou mauritanienne. C'est véritablement cet ensemble-là culturel qui peut revendiquer l'origine du couscous. Et donc, c'est à cette issue qu'il y a eu donc, la proposition du dossier donc, avec commun accord des 4 pays du Grand Maghreb pour donc, l'UNESCO. Et enfin, donc, ça a été classé ce 16 décembre. Absolument. Donc, ça a été classé ce 16 décembre lors de la réunion du comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Donc, c'est une réunion qui a lieu entre le 14 et le 19 décembre, donc elle continue encore. Et donc, c'est le 16 décembre, donc mercredi dernier, vers 16h, nous avons suivi en direct avec la ministre de la Culture donc, les travaux de ce comité, et c'est à ce moment-là que la décision est tombée, donc une reconnaissance unanime. Donc, le dossier a été parfaitement préparé. Et donc le classement est maintenant officiel. Voilà, alors que représente ce classement officiel donc pour un patrimoine qui est aussi cher donc, déjà pour la culture maghrébine de manière générale et algérienne de manière particulière? Alors en fait le classement c'est une mesure de sauvegarde. C'est-à-dire quand l'UNESCO reconnaît qu'un élément est un élément du patrimoine mondial, c'est pour le sauvegarder en fait. C'est ça l'action qui est derrière, qui est sous-jacente. Et sinon, la deuxième lecture qu'on peut en faire, c'est une reconnaissance mondiale que ce patrimoine est un patrimoine de l'humanité. C'est-à-dire, dans plusieurs générations plus tard, on dira que le couscous, effectivement, est un patrimoine mondial et son origine, on va dire, ceux qui l'ont proposé au classement, ce sont l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et la Mauritanie. Et ça, c'est très important. Peut-être on ne se rend pas compte maintenant, mais c'est dans quelques siècles que ce classement aura son importance. C'est-à-dire nos petits, je dirais, les descendants, ils vont être très très fiers de voir que sur la liste du patrimoine mondial, il y a ce plat qui est le leur. Alors il faut dire que c'est un plat quand même qui est aujourd'hui universel, donc même avant même la reconnaissance, avant même le classement, c'est déjà un plat universel qui est consommé un peu partout dans le monde, n'est-ce pas? Il est même, par exemple en France, il y a eu une étude qui a été faite dernièrement, que c'est le premier plat qui est consommé, le plus consommé finalement en France. Donc c'est un plat qui a voyagé, qui a été exporté donc à travers la diaspora, à travers les immigrés, à travers donc la communauté maghrébine, un peu partout dans le monde. Tout à fait. Donc c'est effectivement ce plat, c'est aussi en fait, il fait la promotion de l'image de l'Algérie. Ça c'est très important. Et on sait qu'il est consommé un peu partout dans le monde. Il est parmi les plats les plus consommés dans le monde. Et ce n'est pas un hasard parce qu'il a, d'un point de vue nutritionnel, un apport très important. Il est très bon pour la santé, il est riche, il est complet. Voilà. Mais il a aussi une symbolique, c'est un plat de partage. Unificateur, absolument. Et d'ailleurs, le fait que ce dossier a été proposé par plusieurs pays a aussi une symbolique assez forte. Effectivement. Alors, le Centre national, donc le CNRPH, le Centre national des recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques, a fait un document
documentaire. Donc vous vous êtes déplacé un peu partout dans le Maghreb Absolument. pour voir un petit peu comment ce couscous, comment ce plat unificateur, comme on l'a dit, est préparé, comment il est sauvegardé par les familles. Alors on vous propose de regarder cet extrait donc, qui a été d'un documentaire réalisé par le CNRPH et on se retrouve juste après. Telles des perles de pluie, ces granules de semoule fines et rondes, c'est le couscous. Présent depuis des temps immémoriaux dans tous les foyers d'Algérie, de Mauritanie, du Maroc, de la Tunisie et pas uniquement, sa consommation encore fréquente et régulière laisse supposer qu'il fut à l'origine et pendant longtemps le mets de base quasi exclusif de ces populations dont l'économie repose sur la céréaliculture. Seksou est un terme d'origine amazigh dont la racine SKS veut dire grain bien roulé. Ce mets est connu aussi sous d'autres appellations. Seksou, Pam, Narma, Bessi. L'âge néolithique de l'agriculture de céréales, de blé et d'orge n'est plus à démontrer dans cette région du monde qui se donne à voir comme une ère très tôt individualisée par la culture de ces deux céréales principalement, à l'instar des aires du maïs, du riz, du mil ou du sorgho. En témoignent les grains de blé trouvés en fouilles préhistoriques en Algérie, au Maroc, en Mauritanie et en Tunisie. De même, on sait que, dès le règne de Massinissa, les excédents de blé en avaient permis l'exportation vers Rome et la Grèce par bateaux entiers. L'inscription de l'île de Délos de l'an 181 avant Jésus-Christ, relative à un don de blé accordé par ce souverain à l'antique cité, en atteste amplement. Le couscous, lui, est cité dans maints ouvrages anciens, notamment par Ibn Adari el-Marrakchi au XIIIe siècle. Les produits meuniers de blé et d'orge sont exploités dans de vastes étendues géographiques, Afrique du Nord y compris, pour fournir des pâtes cuites par cuisson directe. La formule du couscous, différente, est caractérisée par une accumulation de savoir et savoir-faire, se transmettant de génération en génération par apprentissage informel de la Tripolitaine à l'océan Atlantique, et que les populations connaissent. Et voilà, c'était donc un extrait du documentaire réalisé par le CNRPH. On rappelle que c'est la voix de Zahera Yahi. Alors il faut dire, Monsieur Kharbouch, que vous-même, vous vous êtes déplacé et vous-même, vous avez filmé quelques séquences même en Mauritanie, n'est-ce pas? Tout à fait. En fait, lors de la réunion de coordination, la dernière, les deux autres, on les a fait, les deux premières, c'était à Alger, et la dernière, on l'a faite en Mauritanie, à Nouakchott. Et comme on avait besoin de certaines séquences en Mauritanie, j'ai moi-même pris la caméra du CNRPH, une bonne caméra, et j'ai fait quelques plans qui ont été intégrés dans ce documentaire. Voilà. Alors on revient un petit peu à l'origine du couscous, Monsieur Kharbouch. Il faut dire que si aujourd'hui il est classé patrimoine mondial, c'est parce qu'il a aussi accompagné des générations et des générations. Donc il faut dire que l'origine déjà revient à très très loin, déjà au néolithique, à 7000 ans avant notre ère. Absolument. En fait, le couscous, il est basé essentiellement sur le blé. Donc la semoule, avant qu'elle devienne des grains de couscous, donc il y a tout un savoir-faire qui est lié à la céréaliculture, c'est-à-dire la culture du blé. Et cette culture, donc, elle intègre énormément de petits métiers, etc. Depuis la plante, depuis le moment où on plante la graine dans le sol jusqu'à sa récolte, sa transformation en farine, etc. Donc il y a beaucoup de métiers qui font appel à ça. Et la céréaliculture, maintenant, on l'a démontré archéologiquement tout à fait récemment, qu'elle est millénaire en Algérie. C'est-à-dire depuis le néolithique, il y avait des céréales domestiques, c'est-à-dire pas des céréales sauvages qui poussent toutes seules. Et donc on a trouvé ça sur le site de Gueldeman où j'ai même moi-même dirigé les fouilles, donc des graines fossiles on a la chance qu'elles soient restées fossiles parce qu'elles ont été en contact avec le feu. Et quand les graines sont en contact avec le feu, elles deviennent des charbons, elles se conservent pendant des milliers d'années. Donc nous avons cette preuve archéologique sur l'ancienneté préhistorique des céréales domestiques, mais aussi on a des témoignages historiques de l'époque de la Numidie, où à l'époque de Massinissa, il y avait une production céréalière extrêmement importante, au point où Massinissa lui-même exportait du blé dans le monde entier, à Rome et en Grèce. On avait une telle abondance de production qu'il a même fait des dons de blé en Grèce, dans certaines îles, comme l'île de Délos. On a découvert donc, dans cette île des tablettes avec des inscriptions en marbre, des tablettes en marbre avec des inscriptions. Donc ce sont les moines de cette île sacrée d'Élos qui ont attesté que Massinissa avait fait don de blé, de tant de quantité, etc., plusieurs reprises d'ailleurs.
Et en reconnaissance à Massinissa, ils ont même fait un prêt bancaire, parce qu'à l'époque il y avait aussi des banques, pour confectionner une couronne en or à Massinissa. Tout ça est écrit sur des tablettes de marbre encore conservées à Delos. Et ils ont même dédicacé des statues à Massinissa et sa famille. Et on a encore les sous-bassements, les socles de ces statues à Delos, que j'ai moi-même photographié. Donc c'est un patrimoine algérien aussi qui est à l'extérieur. C'est une reconnaissance de cette histoire ancienne et prestigieuse de la Numidie qui est en fait l'ancêtre de l'Algérie actuelle. Voilà, donc il faut dire quand même que le couscous, du moins en Algérie, a marqué quand même l'histoire, a marqué l'évolution aussi des sociétés. Absolument. Donc c'est un couscous qui a accompagné en fait la société algérienne depuis le début jusqu'à aujourd'hui, à différents moments, donc que ce soit des moments festifs ou des moments un peu plus tristes malheureusement, mais c'est un plat qui est fédérateur, qui est unificateur et il a sa symbolique vraiment exceptionnelle et qui ressemble à l'image de l'Algérie. Voilà. Alors il faut dire, nous étions en train de voir quelques images qui défilaient pendant que vous parliez justement de l'histoire du couscous, même dans la préparation elle-même du couscous, on garde toujours ces mêmes gestes ancestraux qu'on avait il y a quelques siècles auparavant. Absolument. Donc c'est des gestes qui n'ont pas subi de modification. Donc c'est les mêmes postures pour les femmes qui roulent le couscous et ce sont les mêmes postures qu'on retrouve partout en Algérie. Le même matériel aussi. Absolument. Et après il y a des variantes évidemment d'une région à l'autre sur la préparation de la semoule, de la sauce. Certaines régions côtières préfèrent par exemple du poisson, alors d'autres stépiques c'est de la viande de mouton. Etc. Maintenant, il y a du poulet parce qu'il y a une production importante, etc. Mais en tout cas, l'essence même de ce plat est restée la même. Voilà, justement, je retiens dans ce que vous dites, le témoignage du chef Rabah Ourad, qui a même dit qu'il y a autant de sortes de couscous que de familles algériennes, finalement. Donc, chaque famille a finalement sa variante de couscous. Oui, je dirais même que chaque couscous est unique. C'est comme une empreinte génétique qui est vraiment unique parce qu'il suffit de mettre un peu plus de sel ou d'épices pour qu'il soit unique, quoi. Alors justement, encore une fois, pour marquer ce patrimoine, Algérie Post a émis une série de 2 timbres en 2019 qui met en valeur, en 2019 qui met en valeur donc le couscous, on le voit bien garni, donc avec les légumes et sur l'enveloppe premier jour, donc on voit le geste ancestral donc de la dame qui est en train de rouler le couscous. Alors il faut dire aussi, Monsieur Kherbouch, que la variété du couscous dépend aussi de plusieurs facteurs, notamment le climat, l'agriculture, n'est-ce pas? Absolument. Donc c'est un plat qui va intégrer beaucoup de types de céréales déjà. Donc ça peut être du blé, de l'orge, etc. Même du chêne, blot. Donc on l'a vu dans le... Même de la lavande, on l'a vu de la lavande, du d'ailleurs. maïs, plein de tout ce qui est céréales, tout ce qui devient farine, qui peut être roulé. Et après, il y a des légumes aussi de toutes sortes. À l'époque, moi je me souviens quand j'étais petit, ma mère faisait du couscous avec des légumes de saison. Donc à chaque fois, je me dis, tiens, c'est la période des fèves, des haricots verts. Maintenant, tous les légumes, on les a. Et donc vous aviez la chance de manger un couscous qui était différent chaque saison. Ah oui, absolument, chaque saison. Et puis même, des fois, on a souvent fait un couscous sans viande et il est excellent, hein, un couscous végétarien avec des légumes de saison. Voilà, couscous végétarien qu'on mange généralement le soir. On le mange le soir et on le digère très bien. Il est excellent pour la santé. Alors, il faut dire aussi que le couscous, on le mange salé, on le mange sucré, comme on le mange avec des fruits. Absolument. Donc, il y a vraiment énormément de variétés de couscous, de saveurs qui peuvent être consommés à différentes occasions, pendant le ramadan et d'autres pendant la fête, etc. Alors justement, on parlait donc un petit peu de tous ces facteurs qui entrent dans la diversité du couscous. Alors il y a aussi du couscous qui est fait à base de plantes médicinales, à base de plantes aromatiques. On sait par exemple que dans le centre de l'Algérie, Alger, Blida, Médéa par exemple, on parle aujourd'hui d'un couscous à 99 plantes qu'on récolte par exemple au printemps, qu'on fait sécher. Et puis en automne, nous avons du couscous à base de plantes. Absolument, c'est ça. C'est-à-dire plus on intègre des plantes qui viennent de la nature, plus on injecte dans cette sauce et dans ce couscous des éléments nutritifs et même médicinaux qui sont très importants pour notre santé. Donc, et ça, c'est des traditions anciennes. On a perdu peut-être maintenant le sens, mais on ne met pas une plante dans une sauce par hasard. On sait parce qu'elle avait un apport nutritionnel et médical important. Et puis de goût aussi. De goût, etc. Voilà. Donc
donc c'est vraiment une mosaïque de goût, d'apport nutritionnel. C'est un plat exceptionnel, vraiment. Et justement, à partir d'hier, donc il y a eu l'ouverture du salon. Donc le salon du couscous qui est aujourd'hui donc organisé au niveau du Palais de la Culture. Là, donc on voit toute la diversité un petit peu du couscous. Voilà, donc au niveau du Palais de la Culture, Mufti Zakaria au ministère de la Culture, donc ce festival réunit plusieurs familles, plusieurs régions d'Algérie, donc ils sont venus avec chacun leur spécificité locale. Donc il y a une mosaïque aussi de couleurs, de goûts, de textures. Qui est vraiment réunie dans un même endroit, qui montre effectivement l'unité, je dirais, identitaire de l'Algérie. Donc, ça, c'est vraiment des valeurs aussi à faire circuler, à promouvoir. Et donc finalement, on a au niveau du Palais de la Culture aujourd'hui, donc on peut découvrir un petit peu toute sa diversité, hein, parce que c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à se focaliser à ce qui se fait à la maison. C'est ça. Mais là, on aura vraiment toute une diversité. Absolument. Moi-même, lors de l'inauguration, donc vous avez découvert? J'étais vraiment impressionné de voir la diversité. J'ai même vu des plats, enfin des sortes de couscous que je ne connaissais pas auparavant, et même la façon de disposer, donc la semoule, les légumes, etc. Donc chaque région, effectivement, a son génie par rapport à ça. Et cette exposition, j'invite tous les Algérois, et même ceux qui pourraient venir d'ailleurs, d'aller faire un tour, parce qu'on y voit même des femmes en train de rouler le couscous, en train de faire des chants, un chouir. Oui. Et cette ambiance, elle est vraiment très très belle, donc il faudra en profiter avant que le festival s'arrête, parce que je crois qu'il va s'arrêter le 24. Le 24. Alors il faut dire que plusieurs, j'ai envie de dire, plusieurs travaux qui ont trait à l'artisanat ont un petit peu tendance à disparaître vu donc la société de consommation, mais pas le couscous, pas l'ambiance du couscous finalement. Elle est vraiment transmise de mère en fille jusqu'à aujourd'hui, donc c'est une ambiance qu'on voit jusqu'à aujourd'hui. Et il faut dire aussi qu'il y a un retour finalement vers ce couscous qui est roulé à la main. Absolument. Donc c'est une tradition qui est tellement ancrée chez nous qu'elle résiste évidemment même aux défis technologiques actuels. On a aussi cette envie de revenir aux sources, donc à utiliser même des ustensiles en terre cuite, etc. Donc ça, c'est des choses aussi qui vont jamais disparaître. Mais bon, la technologie, elle est là avec sa pression qu'elle nous exerce tous les jours. Mais c'est ça l'objectif aussi de faire des classements au niveau mondial à l'UNESCO, c'est pour garder en mémoire toutes ces traditions-là et faire en sorte qu'elles survivent le plus longtemps possible. Effectivement, il faut dire qu'avec tout cet ancrage finalement de la société de consommation, mais la plupart des maisons algériennes, le vendredi, quand on y va, c'est un couscous qu'on va trouver. Alors justement, dans ce sens, Monsieur Falid Khalbouch, il faut dire qu'il y a beaucoup d'anthropologues qui se sont intéressés au couscous, à la préparation du couscous, à la symbolique du couscous au niveau même du centre. Donc, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'écrits qui ont été publiés, qui ont été édités par rapport au couscous? Il y a beaucoup de travaux qui sont faits par rapport au couscous. Donc, ça peut vraiment partir de l'aspect archéologique, comme je l'avais évoqué tout à l'heure, donc tout ce qui concerne la découverte des céréales préhistoriques, etc., jusqu'aux rites, aux aspects anthropologiques qui accompagnent le couscous, certaines cérémonies, etc. Donc, c'est un travail complet sur le plan de l'anthropologie, de l'archéologie. Il y a beaucoup de travaux qui sont publiés, bien sûr, depuis des années, et j'en profite pour annoncer que la revue prestigieuse Libica du Centre, qui existe depuis les années 50, vient de sortir son dernier numéro en 2020, voilà, après une interruption de plusieurs années. Alors justement, donc, c'est une revue qui va encore une fois mettre en valeur toutes les découvertes archéologiques et toute la symbolique finalement, parce qu'il n'y a pas que de l'archéologie, il y a aussi de l'anthropologie. Absolument, donc c'est ça, cette revue elle est dédiée en fait elle est dédiée avant tout à la communauté scientifique, donc à publier les travaux scientifiques dans le domaine de l'archéologie préhistorique et de l'anthropologie. Et quand on regarde cette revue depuis donc, les années 50 jusqu'à maintenant, donc il y a 36 numéros, on se rend compte de la richesse du patrimoine algérien, qui est vraiment fabuleux. Il n'a pas encore révélé tous ses secrets, il n'a pas encore révélé, et il y a même malheureusement du patrimoine immatériel qui a disparu, parce que avec le temps, tous les jours, disparaissent les derniers artisans, les derniers détenteurs de certains savoirs.
Et l'intérêt d'avoir une revue comme ça qui a marqué le temps depuis des dizaines d'années, c'est justement de conserver cette mémoire aussi et de la ramener aux scientifiques qui souhaitent se documenter sur ce patrimoine, sur cette histoire. Surtout qu'il faut dire que la tradition algérienne est beaucoup plus une tradition orale. Donc c'est vrai que nos ancêtres n'avaient pas toujours le réflexe d'écrire, donc c'était des choses qui se transmettaient oralement. C'est peut-être pour ça donc il y a eu disparition. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'on dit souvent qu'on a une tradition orale au niveau populaire, c'est vrai. C'est-à-dire les chants, les contes, ça se transmet. Mais on a une tradition de l'écriture qui est très ancienne. À l'époque de Massinissa, on écrivait. On a même découvert, par exemple, en Espagne, toute la généalogie de Massinissa jusqu'à Juba II. Et on sait que Juba II était un érudit en termes de sciences, d'une manière générale. Il a écrit philosophe. Philosophe, absolument. Il maîtrisait il faisait l'astronomie aussi, il s'intéressait à l'astronomie. Tout à fait. Et donc il a écrit beaucoup d'ouvrages, 8 au total. Et parmi eux, il y avait Libica d'ailleurs aussi. De ces deux-là est issu le nom de notre revue. Et on dit même que certains grands scientifiques de l'époque, comme Pline l'Ancien, qui a écrit l'Histoire naturelle, c'est un livre très important, il s'est inspiré beaucoup de Juba II, parce que c'est Juba II qui a lancé des enquêtes, des expéditions même. Il a voulu découvrir l'origine du Nil, il a envoyé des expéditions scientifiques, on peut le dire, jusqu'aux îles Canaries. Donc non, on n'a pas qu'une tradition orale, on avait aussi des scientifiques, on va dire des savants plutôt, qui ont écrit, comme Saint-Augustin, dans le domaine de la religion, de la philosophie, etc. Donc tout ça, c'est méconnu malheureusement. Mais c'est vrai que sur le plan, on va dire, populaire, les communautés de l'époque, évidemment, véhiculaient la culture oralement. Donc ça, c'est sûr. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Falid Kharbouch, d'être venu ce matin. Et surtout, félicitations donc, pour tout le Maghreb d'avoir eu cette distinction. Donc ce n'est qu'un honneur pour nous. Merci beaucoup, Falid Kharbouch. Je rappelle, vous êtes le directeur donc, du Centre national des recherches en préhistoire, en anthropologie et en histoire. Merci beaucoup. Et voilà, donc on continue le programme de Bonjour d'Algérie. Ce sera une pause musicale que je vous propose avec le nouvel album de Anwar Abouya qu'on va recevoir dans un petit moment. جاوب وهدر جيت القبار وعنكت الحجار وعيطت عليك بويا ما جاوبتيش ملي كنتي معانا كان كل شي فرحان عايشين في امان واليوم انا وخوتي ولينا جيران ابويا جاوب وهدر جيت القبر وعنك الحجار وعيرت عليك بويا ما جاوبتيش تصورك مازال عندي اللي بدا نبكي لمن يواسيني وشكون فيكم يعنقني على ابويا ينسيني تصورك مازال عندي اللي بدا نبكي لمن يواسيني وشكون فيكم يعنقني على ابويا ينسيني
بلاستيك شكون الحبيب لي عمرها عفي يوم العيد خوتي مجموعين وتما كاين ابويا بلاستيك شكون الحنين لي عمرها ابويا جاوب وهضر جيت Et c'était la chanson Bouya, donc de Cheb Anwar, son nouveau single. Il est parmi nous ce matin. Anwar, bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Allah ysalmak. Comment ça va? Ça va très bien. Alhamdulillah, d'abord félicitations donc, pour votre nouveau single. Merci. Voilà. Alors Anwar, il faut dire qu'on parle beaucoup de la maman, on chante beaucoup la maman, mais très peu le papa. C'est un hommage que vous rendez au papa cette fois-ci. Oui, bien sûr. C'est vrai. Bzaf les chanteurs غناو على la maman et le père, c'est vraiment rare les غناو على le père. Ben cette fois-ci, moi, j'ai fait un hommage d'abord à mon père, Allah yarhamou, et gars les pères, les matou, Allah yarhamou, bien sûr. C'est un besoin donc que vous avez eu de rendre hommage au papa. Bien sûr. Alors, vous avez décidé de choisir donc, pour parler du papa? Bon, هذه l'idée كانت عندي depuis longtemps, ça fait longtemps. أنا le papa ديالي توفى, ça fait 22 ans. Allah yarhamou. Ce qui fait l'idée كانت عندي depuis longtemps. Cette fois-ci, j'ai décidé de chanter, faire un clip. Ouais, surtout que Anwar, on a l'habitude de vous écouter et puis surtout vous nous accompagnez beaucoup plus dans les fêtes, dans les mariages, donc avec des chansons plutôt rythmées qui nous font danser, qui donnent de la joie. Et donc cette fois-ci, c'est vraiment une chanson plutôt triste, plutôt. Oui, malheureusement, الدنيا فيها الفرح وفيها القرح. Oui. Ben, on chante la joie qui تكون مناسبة et tout. وكي تجي ايامات اللي ماشي مليحه لازم واحد يتفكر الناس هادو اللي ماتوا يتفكر هذه هي. Voilà, c'est la vie, il faut dire que c'est la vie. Mais sinon, Anwar, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu, on est très content de votre retour. Allah ysalmak, c'est gentil. Moi, je suis toujours là. Bon, peut-être j'ai pas fait des chansons il y a 2 ans, 3 ans, mais j'étais toujours là dans des scènes. J'ai fait des scènes ici en Algérie, à l'étranger aussi. Je suis toujours présent. Alors, je vous disais pendant que j'écoutais la chanson, donc Anwar, moi je vous écoute depuis que j'étais toute petite, mais c'est normal, comme beaucoup d'Algériens. Et la remarque que j'avais faite, c'est que votre voix n'a pas changé depuis. Ma voix n'a pas changé. N'a pas changé depuis, et je parle quand même, c'est mon oui finalement, c'est ce que j'écoute, c'est ce que très vite on ressent le changement. Bon, avant j'avais une voix aiguë quand j'étais enfant, c'est vrai la voix n'a pas changé, peut-être les techniques aident au plus, mais sinon c'est vrai, elle n'a pas changé beaucoup, à part elle est un petit peu grave par rapport à... Oui, après, ouais, c'est sûr. Oui, c'est normal, après c'est avec l'âge, on mûrit beaucoup plus, donc les cordes vocales mûrissent beaucoup plus, mais l'intonation de Anwar, on la reconnaît toujours. Alhamdulillah. Voilà, on la reconnaît toujours, d'autant plus que Anwar a commencé très très jeune. Donc on se rappelle de vous déjà très jeune, quand vous avez commencé à l'âge de 14 ans. De 11 ans. 11 ans, voilà. J'ai fait ma première chanson, j'avais l'âge de 11 ans. Oui, لا العروسة نكري بالراح et tout. شوفوا حالي يا ريت قلت لي خبرها. Voilà, vous étiez un peu plus adolescent peut-être. J'étais adolescent في la chanson تاع يا ريت. Je me rappelle, j'étais au collège. Exact. Mais la chanson de Choufou Mali et tout, j'avais l'âge de 11 ans. J'ai commencé. Donc c'est vrai qu'au départ, Anwar, vous avez commencé beaucoup plus avec des chansons d'amour, avec des chansons, donc des petites histoires comme ça d'adolescents, mais très vite après, vous êtes passé à un style quand même qui, comme je disais, qui nous avait bien accompagnés, plus rythmé, qui nous avait bien accompagnés pendant les mariages. Alhamdulillah. N'est-ce pas? C'est ça. Vous avez beaucoup chanté sur la Aroussa aussi. J'ai beaucoup chanté sur la Aroussa, bien sûr. J'ai chanté sur la Aroussa, des rythmes khfaf chouïa pour faire danser les gens. Vous entendez? Ouais. Vous le reconnaissez? Vous le connaissez, celui qui chante? Oui, je crois, c'est Anwar. Anwar quand il avait 11 ans. Oui, 11 ans. Là, j'avais 11 ans. Oui. Ouais, exactement. C'était la belle époque avec Rachid Larahmou et tout. Larahmou, ça. Et voilà, donc ça, on est en train d'apprécier quand même un très beau morceau qui nous a bien accompagnés durant notre jeune âge. Vous ne vous attendiez pas, Anwar, qu'on allait passer cet extrait? والله ما كنت نحسب راح نجوزو غير la dernière chanson. Oui. راكم فكرتوني بكري. Ben nous aussi, c'est un moment nostalgique pour nous que vous soyez avec nous. Vous nous avez accompagnés déjà dans notre enfance, adolescence, puis vous êtes toujours avec nous.
Inch'Allah, Inch'Allah. On Et sera vous serez toujours toujours avec vous, avec nous. Inch'Allah, bien sûr, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc on va revenir un petit peu à ce dernier single donc, que vous avez écrit encore une fois en hommage aux papas qui ont quitté, donc notamment votre papa. Alors parlez-nous un petit peu des conditions, un petit peu de l'écriture du texte qui était quand même très émouvant. On a entendu les paroles de la composition de la chanson. Moi, c'est du patrimoine maghrébin, de les paroles. Moi, j'ai écouté les paroles, ça fait longtemps, mais c'était sans rythme et sans musique. C'était qsida. Ouais, c'était qsida. Moi, j'ai fait les arrangements. On a fait le rythme, la musique avec mon musicien Qadir Ben Achour. C'est lui qui a fait les arrangements. Et on voulait faire un clip, un petit scénario. J'ai ramené des comédiens de Tlemcen. C'est eux qui ont fait le scénario, ils ont fait le clip. Tout ça, quand fait Tlemcen, quand les endroits fait Tlemcen. D'accord. Alors, Anouar, on sait que vous êtes très exigeant. Hein, donc, quand vous travaillez, vous êtes très exigeant. C'est ce qui fait d'ailleurs que vous tardez à faire sortir des albums comme ça. Vous êtes très exigeant dans votre travail. Obligé, parce qu'il y a un public qui m'attend, il faut être exigeant. Voilà. Et il est fidèle, mon public, il est fidèle. Il est fidèle, oui, Il effectivement. est fidèle, automatiquement, il faut que... Vous avez un public devant vous déjà, hein, avant d'aller derrière caméra, vous avez une qui est devant vous déjà. Ce qui fait, il faut être exigeant, il ne faut pas chanter n'importe quoi. D'accord, alors là, on insiste au niveau de la régie. Anouar, moi je connais Anouar, je le connais très bien, il est déjà passé avec moi, il n'aime pas chanter de beau matin. De beau matin, il n'aime pas faire les acapellas de beau matin, vu qu'il est exigeant, il aime bien que sa voix soit parfaite. Non, mais chérie, là, même comme les chanteurs, avec les cordes vocales, mais connaissent. Voilà. Mais il y a Zahra, notre ingénieur du son, qui vous dit on ne vous reçoit pas tous les jours, on a la chance de vous recevoir aujourd'hui, elle insiste depuis ce matin. Qu'est-ce que je vais chanter? Peut-être l'extrait de Bouya que nous avons entendu tout à l'heure. أبويا جواب وهدر جيت القبار وعنكت الحجار وعيت عليك بويا ما جاوبتيش ملي كنتي معنا كان كل شي فرحان عايشين في امان واليوم انا وخوتي ولينا جيران. هذه لكم هذه. Voilà Zahra. Alors je ne sais pas si Zahra est satisfaite ou elle veut encore. On va voir avec Zahra. Merci beaucoup Anouar. Vraiment merci pour cette exception que vous nous faites ce matin. Avec plaisir. Je sais que vous n'aimez pas chanter le matin, mais non, voilà. Non, avec plaisir. Il n'y a pas de problème malgré la voix, mais c'est pas grave. C'est pour vous. Merci beaucoup Anouar. Alors est-ce qu'il y a des projets à l'avenir? Certainement. Il y a des projets, Inch'Allah. Il y a des projets en 2021, Inch'Allah. Il y a d'autres chansons. On est en train de préparer. Il y a un album qui va sortir, Inch'Allah, en 2021. Inch'Allah. Inch'Allah, ça va venir. Alors peut-être une petite exception, j'ai envie de dire une petite exclusivité par rapport aux chansons. Donc vous allez aller vers quel style? Toujours dans le style... le style ديالي اللي يعرفوني le public ديالي يعرف le style تاع أنوار. Des fois on chante la chanson sentimentale, des fois une chanson sociale. Le style يعرفوني le public ديالي. Voilà, donc on retrouvera la belle ambiance. Ahmed Wahbi, je vais le faire, Inch'Allah, bientôt. Oui, Allah yarhamou. J'aime beaucoup Ahmed Wahbi. On va faire l'hommage pour bientôt, Inch'Allah, à la chanson de Ahmed Wahbi, Inch'Allah. C'est pour bientôt, Inch'Allah. C'est laquelle des chansons que vous avez choisi? Sarraji Fel Sultan. Ah, Sarraji Fel Sultan. C'est une très belle chanson que j'aime beaucoup. On va la faire, Inch'Allah, pour bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, Anouar, vous serez parmi nous pour parler de votre album et de l'annoncer. Avec un grand plaisir. C'est vrai, ça fait longtemps que je ne suis pas venu. Mais Inch'Allah... Nous nous Inch'Allah. Marhaba bik à tout moment. Merci beaucoup Anouar, on vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de réussite et à très bientôt Inch'Allah avec votre nouvel album. Voilà. Alors on reste donc dans le programme de Bonjour d'Algérie, on reste à l'ouest algérien puisque il y a eu donc une initiative, une start-up qui s'est lancée qui s'appelle donc Clever Park et on se retrouve juste après. Oran, la capitale économique de l'Oranie, est la deuxième ville en Algérie. Comme dans toutes les villes cosmopolites, difficile de trouver une place pour se garer, ce qui pousse les automobilistes à stationner partout et parfois dans des endroits improbables. Dabbas,
créateur de Clever Park, une start-up qui s'est intéressée au problème des embouteillages en essayant d'apporter des solutions. Clever Park, c'est une start-up spécialisée dans la gestion des parkings urbains et parkings couverts. Clever Park, elle aide les automobilistes algériens de mettre en relation entre les automobilistes algériens et les gestionnaires de parking, soit que parking privé ou parking étatique ou parking des centres commerciaux ou parking des hôtels. Elle facilite les stationnements dans les zones urbaines. Clever Park Garini date le premier prix la première édition de Hakat Algérie la Confédération Arbab al-Amal Jazaïri. On a lauréat dans la catégorie meilleure initiative sociale. La mise en service d'un ministère dédié aux startups a aidé le jeune entrepreneur à dépasser les entraves administratives et réaliser son projet. Au début, on a une petite difficulté dans l'administratif. Parce que nous avons un ministère de start-up qui gère tout ça. On a presque 6 mois pour avoir juste un code pour notre start-up. Parce qu'il fallait créer tout un code spécifique pour la start-up qui va gérer en même temps l'application pour la gestion des parkings et aussi la gestion des parkings normaux. Afin de faciliter la réservation aux clients, Clever Park a créé l'application Garini pour ses clients. Chaque citoyen ou chaque personne qui a un véhicule a l'application Garini. Il va à l'endroit où il est et il juste clique l'endroit où il est. L'application elle le dit les parkings couverts, les caïnés. Nous avons également demandé aux clients de Clever Park leurs avis sur cette initiative. C'est une bonne chose pour la population parce qu'il y a surtout dans le centre-ville, il y a plein de il n'y a pas de place où stationner les voitures. Alors autant faire des parkings pareils, fermer tous les services complets. Ce projet innovateur pourrait être bénéfique pour la wilaya d'Oran, notamment à l'occasion des Jeux méditerranéens. Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains à faire. Et voilà, on rappelle que notre émission est sponsorisée par Coral Peinture. Kenza Nchar vient de nous rejoindre. Kenza, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Kenza? Ça va très bien. Plaisir de te retrouver. Le plaisir est partagé, Kenza. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on va parler pas vraiment du mouvement associatif, mais d'un autre mouvement. Tout à fait. C'est les clubs scientifiques. Les clubs scientifiques, les clubs étudiants à l'intérieur des universités. Donc, avant de commencer un petit peu, on va parler. Est-ce que tu as d'un club d'étudiants à l'université ou à l'école? Alors malheureusement pour moi non, parce qu'à mon époque il n'y en avait pas. D'accord, mais est-ce que tu as fait des activités extra-universitaires? Extra-universitaires, extrascolaires, oui, j'en ai fait. J'en fais toujours d'ailleurs. Est-ce que ça t'a appris? Est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça a pu t'apprendre? Ah bah écoute, beaucoup de choses, je vais dire beaucoup de partage déjà, oui. beaucoup de sentiments humains, j'ai envie de dire, un beau réseau de connaissances aussi. Et ben justement, nous allons aujourd'hui parler des avantages d'adhérer à un club d'étudiants, que ce soit à l'université ou à l'école. Donc en premier lieu, le premier avantage, c'est d'améliorer nos connaissances techniques. Il faut savoir que c'est vrai qu'on a des TP, des travaux pratiques lors de notre cursus universitaire, mais ça reste quand même des horaires qui sont bien fixes. On est si je veux, on est un petit peu guidé par le programme universitaire qu'on a, mais si on veut améliorer ou encore avoir d'autres connaissances sur la science qu'on est en train d'étudier, si justement on peut trouver ça dans les clubs scientifiques. Je dirais pour ma part, j'ai fait géophysique. C'est vrai qu'il y avait quelques sorties sur terrain, mais le fait d'adhérer à Geophysical Club, d'ailleurs, je leur fais un petit coucou. C'était à Babzouar, C'était à Babzouar, exactement. Alors il faut dire que Babzouar, les étudiants sont très dynamiques. 14 clubs scientifiques à l'intérieur de l'université de Babzouar.
Et donc, justement, il y avait les sorties sur terrain, mais aussi le fait d'adhérer au club, on arrivait à faire encore d'autres sorties et ça m'a permis un petit peu d'élargir mes connaissances techniques. Donc là, je parle de géophysique, mais par exemple, il y a d'autres clubs, que ce soit scientifiques ou culturels, et ça permet aussi d'avoir d'autres compétences de vie. Donc le deuxième avantage, c'est d'apprendre les compétences de vie, notamment la communication. Il faut savoir que quand on est dans un club scientifique, il y a des activités, donc il y a un certain leadership qui naît au sein du groupe. On est amené à organiser des activités, on est amené à faire des conférences. Donc déjà cette prise de parole. Il faut savoir que très souvent à l'université, il y a des jeunes qui viennent, par exemple, si on parle d'Alger, il y a des jeunes qui viennent de partout en Algérie et même des étrangers qui viennent là. Donc par exemple, l'une d'autres compétences qu'on apprend à l'intérieur d'un club scientifique, c'est le respect de la diversité et d'apprendre à travailler ensemble. Ou encore, quand on organise un événement, on est amené à aller négocier, Et donc, justement, c'est l'une des compétences qu'on apprend à l'intérieur d'un club scientifique. Ou encore, gérer son temps, parce que quand on est étudiant, on a nos examens. Et si on fait partie d'un club scientifique, donc on a des activités, c'est souvent des activités bien sympathiques qui nous prennent beaucoup de temps. Et on ne voit pas le temps passer. Et on ne voit pas du tout le temps passer. Donc, justement, on joint l'utile à l'agréable. Et cela nous permet justement de bien gérer notre temps. Et tout ça, évidemment, ça nous apprend l'expérience professionnelle tout en étant étudiant. Si on parle, par exemple, concrètement, par exemple, il y a la plateforme, on en a parlé la semaine passée, Yadi, du corps des volontaires lancé par le ministère de la Jeunesse et des Sports. C'était une collaboration. L'un des outils du corps, c'était la plateforme, et la plateforme Yadi qui a été élaborée justement en collaboration avec les clubs scientifiques au sein de l'université de Bab Zoual, notamment donc le micro-club qui a lancé. Par la suite, il y a eu aussi les clubs qui ont fait ça. Donc là, ça a permis aux étudiants d'être en contact avec déjà l'administration, donc connaître les procédures administratives lorsqu'on organise un événement, mais aussi d'être en contact avec une instance, donc de connaître encore les lois, ou encore quand on est amené à organiser un événement, on est appelé aussi à le financer. Et donc là, on va vers le monde de l'entreprise, et là, ça nous fait apprendre l'expérience professionnelle tout en étant étudiant, et ça ne peut qu'être bon pour nous, et ça nous fait de bons managers quand on est... De bons managers, il faut dire qu'ils ont toujours gain de cause, hein, les étudiants, nous en avons reçu. D'ailleurs, des étudiants de Bab Zoual cette fois-ci, qui ont apporté d'ailleurs un concept finlandais, je crois, et là où ils mettent carrément en contact les étudiants avec les entreprises pour apporter des solutions entreprises. Ils ont décroché des sponsors, donc franchement, félicitations à ces étudiants. Exactement, donc il faut juste qu'ils soient accompagnés. Par contre, j'attire l'attention, c'est que avec toute l'énergie que peut avoir les étudiants au sein de leur club, il faut savoir que le club est sous la couverture de l'université. Donc ce club-là ne peut être assez épanoui dans ses activités si les services, comme par exemple à Bab Zoual, c'est les services des activités culturelles, sportives et des activités scientifiques, s'ils l'accompagnent pas, il faut savoir que le club ne pourra pas vraiment avancer dans ses activités. Donc l'accompagnement de l'université pour ces clubs-là est extrêmement important. On ne parle pas que de l'accompagnement financier, parce qu'on voit très bien qu'il y a des clubs qui font appel aux entreprises pour la réalisation de leur événement, mais c'est aussi un accompagnement administratif, encore juste de la motivation et de croire en ces étudiants-là pour faire ces activités, et ça ne peut que être bon pour leur cursus. Au contraire, le fait aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'inadéquation du contenu pédagogique universitaire au marché du travail. Le fait de mettre en contact justement et d'accompagner ces clubs, de faire des activités ou des événements ou des projets avec le monde de l'entreprise, ça ne peut que donner de très bons managers, Inch'Allah. Donc justement, à cet effet-là, je vais vous présenter, c'est pas une sélection de clubs, je précise, mais c'est quelques bons adresses, parce qu'ils ont fait justement ils sont en train de faire des activités. Donc je commencerai par le One City Club, c'est le club scientifique au niveau de Betna, qui a accompagné les étudiants lors de cette entrée universitaire. La semaine a été marquée par l'entrée universitaire, donc ils ont fait quelques propositions, ils ont un petit peu introduit certaines filières, certains cours
que les étudiants auront à étudier lors de cette année, Inch'Allah, justement. Voilà, ils les ont accompagnés dans ce sens. Mais aussi, par exemple, ils célèbrent aujourd'hui la journée de la langue arabe. C'est le 16 décembre. Donc, ils sont en train de célébrer ça sur leur page Facebook. Vous pouvez vous orienter sur leur page Facebook. Donc, c'est One City Club. Il y a aussi, nous allons nous orienter vers Bidin, donc, qui est le Women's Club. On les a accueillis d'ailleurs sur nos plateaux, qu'ils ont fait des sorties pour les SDF. Donc là, c'est dans le cadre humanitaire. Vous voyez que c'est très diversifié. Ce n'est pas que dans les... C'est pas que de la science. Ce n'est pas que de la science ou que ce qu'on trouve dans notre programme pédagogique. Tout au contraire, c'est justement l'ouverture au monde, tout simplement. C'est l'ouverture au monde. Et je finirai par le club Select qui a organisé un hackathon, je précise, c'est une première, que ce soit dans le monde arabe, africain, que justement c'est un hackathon qui traite des problématiques d'entreprise organisées par un club d'étudiants. Donc je vous propose de suivre le live de ce hackathon à travers leur page Facebook Select. Voilà. Merci beaucoup Kinza, encore une fois d'avoir pensez à ces clubs scientifiques qui font un travail quand même colossal et magnifique sur terrain. On vous retrouve la semaine prochaine. Avec joie. Et protection aux étudiants justement dans les bus ou que ce soit dans les cités. Il faut bien faire attention et de bien tenir les distanciations physiques et respecter les barrières. Voilà, merci beaucoup Kinza. On vous retrouve la semaine prochaine avec d'autres actualités associatives. Et on continue donc le programme de Bonjour d'Algérie pour se retrouver à la dernière station de cette matinée en compagnie de Massilias Farhani qui cette fois-ci va s'intéresser à un personnage, donc un personnage qui est considéré comme l'un des plus grands penseurs, écrivains, philosophes. Enfin, il a touché un peu à tout, donc 200 ans du deuxième siècle de notre ère. Et avant cela, donc ça va être un extrait que je vous propose sur ce personnage qui n'est autre que Apulé de Mador. Dans cet extrait donc du documentaire Algérie, génie des lieux qui nous emmène du côté de Sokaras. L'auteur de l'Andor, Apulé, est le plus illustre enfant de Mador. Dans un de ses textes, l'Apologie, il donne un bon raccourci historique sur sa ville natale. Quant à ma patrie, elle était située sur les limites même de la Numidie et de la Gétulie. Après la défaite de Syphax, la faveur du peuple romain nous fit passer sous la domination du roi Massinissa. Plus tard, notre cité fut fondée à nouveau par l'établissement de vétérans et nous sommes maintenant une colonie florissante. À se promener dans les ruelles de la ville émergente, qui est ce chef-lieu de Daïra appelé Mdaourouch, à quelques 45 km de Soukharas, l'on imagine mal que presque à ses flancs dort une cité à l'histoire plusieurs fois millénaire. L'antique Madoros, la Numide, important centre culturel et ville florissante élevée sous les règne des Flaviens au rang de colonie romaine à la fin du 1er siècle. Et c'est en ces lieux aussi qui était alors l'un des hauts lieux de la pensée et qui pourrait être considéré comme l'une des premières universités algériennes qu'a grandi et étudié le futur emblème de la chrétienté, Augustin de Tagaste, l'auteur, entre autres, des Confessions et de la Cité de Dieu. C'est dans cette cité qu'a évolué aussi le redoutable grammairien Maximus, connu pour être un adversaire acharné du christianisme, et que fut mis à mort Saint Mamphemon, considéré par les historiens comme le premier martyr de l'Afrique. Et c'était donc un extrait du documentaire Algérie, génie des lieux qui nous a emmenés du côté de Soukharas. Et on va rester quelque peu à Soukharas ce matin en compagnie de Massilias Farhani. Massilias, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va. Je suis très heureuse de te retrouver. Moi aussi. Voilà. Alors Massilias, aujourd'hui, tu t'intéresses à l'un des plus grands penseurs de l'Antiquité. Oui, donc il s'agit de Apulé de Mador. Donc Apulé de Mador, il a vécu donc durant l'Antiquité, comme vous l'avez dit. Donc certains disent qu'il est né en 123, d'autres en 125. Mais en tout cas, ce dont on est sûr, c'est qu'il est né entre 123 et 127, donc après Jésus-Christ. Donc à Mdaourouch, donc à Soukharas, au nord-est de l'Algérie, aux limites entre les frontières de l'Algérie et la Tunisie. Donc il est mort certainement en 170, en l'an 170. À Carthage.
Alors, il faut dire aussi, Massilias, que Apulé de Mador, donc de Mador parce que c'est la région dans laquelle il est né, c'est quand même un penseur un petit peu entier, d'accord? Donc, il est poète, il est médecin, il est avocat, il est penseur, il a beaucoup de domaines, oui, exactement. Parce que donc, déjà, il est issu d'une riche famille. Donc, ce qui lui a permis de développer un petit peu beaucoup de connaissances. Donc, comme vous l'avez dit, il était avocat, il était penseur. On est en train de voir d'ailleurs une photo de sa statue, on peut revenir. Voilà. Oui. Donc, c'est son buste. Et donc, comme vous l'avez dit, donc, il a profité de la richesse familiale pour s'instruire donc, dans la justice, dans les mathématiques, dans la philosophie également. Et donc, il a voyagé dans plusieurs régions. Par exemple, il est parti à Athènes, donc là où il a appris la philologie. Donc la philologie, c'est l'amour des mots, des lettres et de la littérature en général. Alors il est parti à Athènes, je t'ai suivi la dernière fois quand tu as parlé d'Athènes et tu as dit qu'on l'a appelé Athènes par rapport à Athéna. Oui, voilà. La déesse de la guerre. Donc la déesse de la guerre. Très bien, donc tu disais il est parti à Athènes. Voilà, donc là où il a appris par exemple, comme j'ai dit, la philologie, il a également... il a également appris la théologie et aussi les mythes. Et il s'est même intéressé aux religions donc durant toute sa vie. Ensuite, il est connu aussi pour avoir été l'un des premiers romanciers de l'histoire, si ce n'est le premier romancier. Donc, il a vécu, comme on a dit, à Mdaourouch. Et une autre grande personnalité qui a vécu à Mdaourouch, c'est Saint Augustin. Effectivement. Saint Augustin qui l'a déjà honoré. Donc il a vécu 2 siècles après et il lui a rendu hommage. Il a dit que c'était un très grand écrivain. Donc ce que j'ai oublié de dire, c'est que donc à Athènes, il a également appris la poésie. Donc il a écrit à Mdaourouch, donc se trouve une ville berbère. Là où il y a un amphithéâtre. Et c'est également le plus petit amphithéâtre du bassin méditerranéen. Donc il est aussi connu pour avoir écrit le premier roman de l'histoire. Et tu l'as aujourd'hui, le premier roman de l'histoire. Exactement. Donc Landor. Donc il a utilisé plusieurs procédés donc, pour présenter cette histoire. Donc Landor ou les métamorphoses. Les métamorphoses, voilà. Son nom. Donc il a utilisé plusieurs procédés comme la litote. Il a aussi utilisé la personnification. Pour un petit peu parler de Lucius, ce personnage qui a été transformé par accident donc par sa femme qui est une sorcière en âne. Donc il a vécu plusieurs péripéties, notamment il a été kidnappé par des voleurs. Et donc ce qu'il a remarqué aussi, c'est que à cette époque, il y avait donc plusieurs personnes qui étaient des menteurs. Donc il y avait des gens malhonnêtes, il y avait des gens honnêtes. Donc parce qu'ils pouvaient écouter ce qu'il disait sans qu'il ne se doute de rien, parce qu'il pensait que c'était un âne. Donc tout simplement. Donc il a découvert que les humains étaient pour la plupart d'entre eux étaient de grands menteurs et ça a subjugué de découvrir ça. Donc le livre il a été repris par plusieurs littéraires d'aujourd'hui, de la Renaissance, etc. J'aimerais également souligner le fait que on a découvert une maison à Mdaourouch richement décorée et elle a été découverte en 1886. Et donc un archéologue qui s'appelle Filippo Corelli, il s'est demandé si ce n'était pas la maison où a vécu Apulé. Donc à l'intérieur de cette maison, on a trouvé une statue. On n'a pas trouvé la statue de Apulé, mais on a trouvé la statue de Marcus Asinius Marcellus. Sauf que quelque chose qui a... Alors Massilias, regarde, nous avons une photo. Ce sont les restes de la maison, donc les ruines. Donc les ruines de la ville. Comme on a dit, il a trouvé une statue d'une personne qui n'était pas Apulé. Donc ce Marcus, on le retrouve dans le roman Landor. Dans le roman. Donc ce n'est certainement pas une coïncidence si on a retrouvé cette statue dans cette maison. Comme on a dit tout à l'heure, le livre il était tellement connu à l'époque qu'il a été étudié par plusieurs littéraires d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, il y a un secret qui se cache derrière ce livre,
Depuis 2000 ans, personne n'a réussi à le percer. Donc il y a eu des littéraires de la Renaissance, d'aujourd'hui qui l'étudient. Il y a même eu des littéraires du Moyen-Âge. Et d'ailleurs, c'est notre deuxième sujet aujourd'hui, le Moyen-Âge. Effectivement. Donc le Moyen-Âge, c'est une époque de l'histoire. Très mouvementée d'ailleurs. Oui. Et donc elle a duré un millénaire, du 5e au 15e siècle après Jésus-Christ. Donc elle se trouve entre l'Antiquité et les temps modernes. Donc elle a commencé en 476 avec la chute de l'Empire romain d'Occident. Et elle s'est terminée en 1492 avec la découverte des Amériques par Christophe Colomb. Et justement, durant cette période, il s'est passé un épisode que nous sommes en train de vivre en ce moment, mais on va dire moins brutal. Moins brutal, effectivement. Moins donc, il s'agit d'une pandémie qui a touché le monde entier. Le monde entier. Bien mais plus grave c'est que une le pandémie quand même aujourd'hui. qui a exterminé plus de 70% de la population. De la population mondiale, exactement. Il s'agit de la peste noire. Oui, donc la peste noire, elle a été provoquée par les humains eux-mêmes. En fait, il faut savoir que, pour remonter aux origines de la peste noire, il faut savoir que les croyances envers la malchance et tout, elles remontent au Moyen-Âge. Et en fait, l'une de ces croyances, c'est les croyances comme quoi les chats noirs, ils portent malheur et qu'ils sont habités par les diables. Oui. Donc il y a eu un massacre durant le XIIIe siècle des chats noirs, ils en ont tué des millions. Sauf que ça a provoqué une invasion de rats. Donc il y avait moins de chats pour chasser les rats, il y avait plus de rats dans les villes, ce qui a provoqué la peste noire au XIVe siècle. Donc on appelle ça le déséquilibre écologique. Oui. Et donc le phénomène, et on appelle ça aussi l'effet Cobra. Donc c'est le fait, en essayant d'atténuer quelque chose, on l'amplifie. Voilà. Donc en essayant d'atténuer les malchances et tout envers les chats noirs, on amplifie la maladie. Elle existait déjà, mais pas aussi accentuée que cette fois-ci. Oui, exactement. Et donc elle a tué, comme on a dit, la moitié de la population mondiale. Et elle a surtout ravagé l'Europe plus que les autres continents. Et rien qu'à cause de la peste noire, un tiers de la population mondiale mourait chaque année. Donc ce qui était quand même énorme. Ça a duré Donc ça a duré 6 ans, je crois. Oui, exactement, un peu moins d'une dizaine d'années. C'était durant le XIVe siècle. Il y a également des masques très connus qui étaient portés par les médecins de la peste noire. Ça ressemble un petit peu à un oiseau, un grand bec crochu. Tu nous avais ramené une photo d'ailleurs qu'on pourra revoir. Oui. Voilà. Et en fait, pour eux, ça servait à éloigner en fait le mal, parce qu'ils pensaient que la maladie, ce n'était pas quelque chose de vivant, on va dire, qu'il avait provoqué. Donc on voit le masque, mais ils pensaient que c'était la malchance, tout simplement. Donc notre deuxième sujet du Moyen-Âge, ce sont les Vikings. Donc, ils sont un très grand peuple de l'histoire. Donc, l'apogée, l'âge d'or des Vikings, se situe du 9e au 12e siècle. Donc, j'ai juste oublié de préciser au début que le Moyen-Âge se divise en 3 parties. Donc, le bas Moyen-Âge du 5e au 8e siècle, le Moyen-Âge intermédiaire du 8e au 12e siècle et le haut Moyen-Âge du 12e au 15e siècle. Donc les Vikings, eux, ils ont vécu durant le Moyen-Âge intermédiaire, du 9e au 12e siècle. C'était de très grands explorateurs, déjà, il faut le préciser. Ils avaient énormément de croyances, on va en parler tout à l'heure. Mais avant, il faut parler de leur technique de navigation. Déjà, très connue, effectivement. Oui, donc leurs bateaux, c'était leurs navires qu'on appelait les dracars. C'était les plus rapides, donc hormis les bateaux d'aujourd'hui, c'était les plus rapides de l'histoire. Ils pouvaient partir ils pouvaient aller jusqu'à 38 nœuds, ce qui est l'équivalent de 30 km/h aujourd'hui. Donc ils sillonnaient les plages du Nord, les mers du Nord, et ils ont, grâce à ces techniques de navigation, ils ont conquéri plusieurs lieux. Donc juste avant de commencer, j'aimerais préciser la différence entre pays nordiques et pays scandinaves, parce que parfois on s'y méprend. Donc les pays nordiques, ce sont les 3 pays actuels du nord de l'Europe, donc la Finlande, la Suède et la Norvège. Et les pays scandinaves, il y en a 3 également, mais ce ne sont pas les mêmes. Donc les pays scandinaves, ce sont les pays d'origine des Vikings. Donc il y a la Suède, la Norvège et le Danemark. Ensuite, ils ont conquéri plusieurs autres territoires, comme une partie de l'Angleterre, la Finlande, le Groenland, et également une partie de l'Empire germanique. Donc leur drapeau, c'était un corbeau.
Pourquoi les corbeaux spécialement? Parce que donc, dans leur mythologie, il y avait des corbeaux messagers des dieux, messagers, et en fait, ils emmenaient à chaque fois, donc dans leur navire, ils emmenaient à chaque fois un corbeau. Donc pourquoi? Parce que il faut savoir que les oiseaux, ils ont un sens de l'orientation très développé. Donc si jamais ils étaient perdus en mer, ils n'avaient qu'à relâcher le corbeau qui partait alors vers la terre la plus proche. Donc ils n'avaient plus qu'à le suivre pour retrouver leur chemin. Et en parlant de corbeaux et de mythologie, il faut savoir également qu'ils avaient une mythologie assez proche en fait de la mythologie grecque, malgré plusieurs différences. Par exemple, chez eux, il y a 9 royaumes, donc 9 mondes. Donc le royaume suprême, pour eux, c'est Asgard. Donc Asgard qui est l'équivalent de l'Olympe pour les Grecs. Donc c'est le royaume des dieux. C'est là où siège le chef des dieux, donc l'équivalent de Zeus. Il s'appelle Odin. C'est le dieu de la guerre et c'est le chef des dieux en fait, le dieu des dieux, comme on les appelle. Et donc ensuite, personnellement, j'en connais 3 des 9 mondes. Donc comme j'ai dit, Asgard. Ensuite, il y a Midgard qui est la terre. Et Jotunheim qui est le monde des géants des glaces. Donc parmi les dieux les plus connus, il y a Odin, comme on l'a dit. Il y a Thor, dieu de la foudre et du ciel, donc qui combat les géants et les démons. Thor, un personnage qui a été repris par le cinéma, effectivement. Oui, même Odin, et également aussi Loki, qui est le demi-frère de Thor, qui est le méchant, le dieu de la malice. Et donc il a été le responsable de plusieurs morts chez les dieux. Donc c'était un petit peu l'un des dieux ennemis des dieux en fait. C'est comme Hadès. Voilà. Dieu, il est ennemi avec les autres en fait. Voilà. Alors les Vikings aussi sont très connus dans la mythologie comme de bons dresseurs de dragons d'ailleurs. Oui, exactement. Tu nous en parleras, Massilias. Oui, bien sûr, un jour on en parlera. Oui. Tu nous en parleras. Donc la mythologie nordique, en fait, elle reprend beaucoup de créatures qui existent donc dans d'autres civilisations. Les plus connus, bien sûr, comme vous l'avez dit, c'est les dragons. Ils reprennent même les cerbères, donc qui sont des créatures grecques. Et donc, il faut savoir que les Vikings, ils avaient des croyances envers la fin du monde bien plus distinguées que les autres. En fait, pour eux, la fin du monde, donc ils l'appellent le Ragnarok. Donc, c'est la destruction d'Asgard par un démon de feu qui s'appelle Surtur. Et même cette histoire, elle a été reprise par Marvel dans un film. Et j'espère qu'on en reparlera même de Marvel un petit peu un jour. Certainement. Oui. Certainement, parce que Marvel, il faut dire qu'il met beaucoup en évidence toutes ces mythologies et toute cette culture universelle aussi. En plus, avec des histoires, pas vraies, parce que ça reste des mythologies, mais des histoires qui ont vraiment marqué les Vikings. Par exemple, ça reste quand même des histoires fascinantes. Oui. Par exemple, le marteau de Thor, Mjolnir, il existait dans la mythologie nordique. Personne ne peut soulever que Thor. Voilà, que Thor. Voilà, effectivement. Merci beaucoup, Massilias. Je te retrouverai avec très grand plaisir la semaine prochaine. Donc, on reste toujours dans ces histoires fascinantes de préhistoire, de Moyen-Âge. Cette fois-ci, on va quitter un petit peu l'histoire. On va parler un petit peu de biologie en général. Ah, d'accord. Donc, on va aussi parler des bons avancements, en fait, de côté biologie en Algérie, parce qu'il y a eu, durant 2020, il y a eu des points positifs en biologie. On va en parler la semaine prochaine. Ah bah c'est parfait, j'ai hâte que ce soit la semaine prochaine. Merci beaucoup, Massilias. Alors, ce sera un hommage que nous allons rendre ce matin avant de se quitter. Un talentueux caméraman qui nous a quittés vendredi dernier, lui qui a sillonné donc les 4 coins du pays. Il est parti un petit peu partout dans le monde. Donc c'est un grand reporter de guerre qui a justement couvert la guerre de 1973. On le voit d'ailleurs sur cette photo avec des pilotes algériens en Égypte et une autre photo aussi dans l'imposante muraille de Chine. Voilà, on est en train de le voir. Il s'agit donc de Guttouch Abdestar, qui nous a quittés vendredi dernier. Voilà, donc nous arrivons au terme de notre émission. Massilias Farhani, merci beaucoup. Donc je te retrouverai la semaine prochaine, Inch'Allah, pour parler de biologie. Voilà, donc merci beaucoup de nous avoir suivis. Ça a été un plaisir de vous accompagner en cette matinée. Je vous retrouverai demain à partir de 9h jusqu'à 10h30. On se quitte avec les sonorités de Chef Anwar, son dernier single Bouya. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Au revoir.
ابويا جاوب وهدر جيت القبار وعنكت الحجار وعيطت عليك ابويا ما جاوبتيش ملي كنتي معانا كان كل شي فرحان عايشين في امان واليوم انا وخوتي ولينا جيران ابويا جاوب